Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Merci d'être là et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est le moment de parler de l'actualité. Ça a été la semaine du budget. Budget qui était fort attendu. On réalise qu'on atteint maintenant un déficit stratosphérique. Les dépenses ne sont aucunement contrôlées par le gouvernement Trudeau. Mais ça a été quoi ton impression, Francis, du budget? Sachant qu'on reçoit dans un prochain segment Alexandra Boudreau de Catapulte qui est venue nous décortiquer un peu le budget. Comme je l'ai dit un peu toute la semaine, là, c'est un budget clairement qui, je sais pas si je peux dire qui est hors de contrôle, là, mais qui témoigne pas d'une maîtrise de l'économie, des dépenses de l'État. Pour moi, un élément qui est assez important, là, parce que on a le déficit, mais il est moins élevé qu'on avait anticipé parce qu'il y a plein de nouveaux revenus. Hein. Donc, on augmente essentiellement les impôts. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le budget de l'État a augmenté, lui, de 8 % alors que le PIB, là, l'économie canadienne, elle n'a pas augmenté dans l'année ou peut-être de 1 %. Fait que ça veut dire que la place de l'État dans l'économie est beaucoup plus grande qu'elle ne l'était. Puis c'est pas soutenable. Là, à terme, si on continuait comme ça, l'État serait toute l'économie. Fait que pour moi, à un moment donné, il faut que l'augmentation des dépenses de l'État soit corresponde un peu au PIB. Fait que ça, c'est une affaire. Après, il y a des dépenses dans tous les sens, là, des bonnes, des moins bonnes. Il y a des bêtises puis des grandes idées. Pour moi, toute la théorie économique le dit, à chaque fois que l'État prend de l'argent d'un bord puis en regaroche de l'autre, il y a une inefficacité. Après, il y a des raisons à ça là, pour soutenir Est-ce qu'il y a des mesures qui t'ont marqué que tu sais, là, on va aller dans le positif. Est-ce qu'il y a des mesures que tu dis, hey, ça, là, moi j'en ai une, là, je vais commencer avec la mienne. Le gouvernement a décidé de faire un programme d'études. Ils vont créer des REE pour les enfants défavorisés qui n'ont pas la capacité de se créer un régime d'épargne-études. Alors ça, je trouve que c'est un bon coup parce qu'il faut les éduquer, nos jeunes. Tout à fait. Pour moi, là, sur le logement, j'ai dit plusieurs fois, il y a des mauvaises mesures, il y en a des bonnes. L'investissement de 2,1 milliards dans l'intelligence artificielle, elle est bienvenue par le secteur de l'intelligence artificielle, mais de l'autre côté, on va surtaxer les gains en capital des entrepreneurs. Fait que, je réitère que si on laissait le marché jouer au lieu de prendre de l'argent d'un bord puis d'en garrocher de l'autre, il y aurait probablement plus d'efficacité dans l'allocation du capital, du talent, etc. Donc, pour moi, c'est un budget qui risque de nuire à l'économie plus que de la stimuler. Sachant au Québec qu'on a joué, le gouvernement du Québec a joué à l'argentier de l'intelligence artificielle il y a 5-6 ans. On a perdu 1 milliard en clignant des doigts. Là. On a gagné beaucoup aussi, mais en tout cas, tout ça pour dire que des fois, je me dis que ce serait mieux que ce soit le capital privé qui se charge d'investir avec des différents allègements que de carrément mettre de l'argent. On apprenait aussi, autre nouvelle, que le gouvernement du Québec a décidé de payer la dernière facture de fermeture du panier bleu. Je ne sais pas si tu as lu ça, Francis. Même quand c'est mort, c'est encore la blague. Ça a coûté un dernier 6 millions. Ouais. Et au lieu de se partager la facture comme il est fait dans toutes Ils l'ont tout pris. Ouais. Le gouvernement du Québec a dit à Lightspeed, oublie ça, la FTQ, oublie ça, puis à Capital Desjardins, oublie ça. On s'occupe de payer la facture. Grande décision de Pierre Fitzgibbon. Oui, de notre argent. C'était une mauvaise idée à la base. Après, 6 millions sur le Québec, c'est rien. Là, je veux dire, puis bon, j'ai quand même l'impression que tout ça, c'était une espèce de game politique, que Lightspeed et Desjardins ont embarqué là-dedans pour faire plaisir. Là, pour les gens qui comprennent un peu, c'est que le gouvernement du Québec a forcé ses partenaires-là à embarquer, puis ils ont couvert la perte. C'est un peu normal qu'ils prennent le truc. Après, il faut se poser la question de qui a eu l'idée, qui était une mauvaise idée, puis qui a continué de s'enfoncer dans la mauvaise idée time and time again. Ça, à un moment donné, il aurait fallu que ça arrête il y a bien longtemps. On l'a fait dans l'aérospatiale, on l'a fait dans l'intelligence artificielle. L'aérospatiale, ça a quand même donné des petits. Là. On a plusieurs acteurs qui restent là, mais le e-commerce du panier bleu, là, honnêtement, je sais pas pour toi, mais je sais pas comment ça a aidé. On était sceptiques. Ça a-tu été Shopify? Ça a-tu aidé Altitude Sport? Ça a-tu aidé Cookit? Non, là, ça a juste nuit à tout le monde, puis ça a coûté quand même quelques dizaines de millions de dollars. Donc,
à la fin. C'est pas beaucoup d'argent à l'échelle du Québec, mais c'est une fin à l'image du parcours, c'est-à-dire un peu absurde. Vers une augmentation constante des tarifs d'électricité dans les prochaines années. Ben oui, M. Fitzgibbon nous commence à sonner le glas là, de l'électricité peu chère au Québec. Là, on a vu que les PME avaient des augmentations importantes, mais les Québécois eux-mêmes, là, ça augmente d'à peu près 3 % par année. C'est le plafond qu'on s'est fixé, mais je ferai un petit pari avec toi que ça va continuer d'augmenter là, dans les prochaines années. Pourquoi? Parce qu'on en manque d'électricité, puis parce que les nouvelles sources qu'on crée sont beaucoup plus chères à fabriquer que celles qu'on a depuis 60 ans. Là. Donc, il y a un enjeu de garder Hydro-Québec profitable et que ça continue de contribuer au Mais ça se fait l'État. Encore, Francis, sur le dos des PME du Québec. Pour cette année, mais ce que je pense, c'est que dans les prochaines années, il va falloir rééquilibrer entre grands clients, PME et Parce que si on se rappelle, on avait reçu quelqu'un de la FCEI qui nous expliquait que cette année, là, la plus grande augmentation, c'est les PME du Québec, pas les multinationales. Là. Les PME votent pas. Oui, c'est ça. Soit dit en passant. Donc, on raison, se demande pas pourquoi. Puis les grands acheteurs là, de gigawatts non plus. Là. Ceux qui votent, c'est toi puis moi. Fait que, on a tout intérêt à ce que ces gens-là ne soient pas outrés par les augmentations de tarifs. Donc, ça reste que 3 %, c'est, entre guillemets, important, mais je pense que ça va être acceptable dans la mesure où Hydro-Québec demeure profitable puis continue de contribuer là, au budget de l'État québécois dans les prochaines années. L'Alberta et l'Ontario courtisent les travailleurs de la construction du Québec. As-tu vu ça? Oui, écoute, l'Alberta offre 5 000 si tu déménages, oui, il y a des conditions, mais tu sais, ça... Il y a des conditions. Oui, il y en a, mais c'est 5 000 quand même, Francis, c'est 5 beaucoup 000 d'argent. et un taux d'imposition, il y a une fraction du taux d'imposition plus pas de TVQ, pas de taxe de vente du provincial. 5% fait la taxe qui s'applique au bien. Total. Alors, tu sais, après ça, là, il y a l'Ontario pour qui est un en revenu train... de 100 000, là, ce qui est un mauvais chiffre parce que c'est pas la moyenne, mais 100 000, ça donnait à peu près 20 000 de différence la première année là, qui allait rester de plus dans les poches. Là. Fait que il fait ça à 70, là, mais tu sais, il va te rester 15 000 de plus dans tes poches à la fin de l'année si tu déménages en Alberta, pardon. Est-ce que ça vaut la peine de laisser la famille puis tout? Peut-être pas, mais à un moment donné, 1 année, 2 années, 3 années, ça commence à faire pas mal de sous. Moi, j'ai des amis ingénieurs qui sont allés travailler là-bas 10 ans. Ouais. Tu sais, prends 20 000 à chaque année que tu as le plus... fédéralistes. Non, mais ils sont revenus au Québec. Mais tu sais, ils sont revenus au Québec avec 200-300 000, mis un cash down sur leur maison. Même ils achètent la maison cash. Puis deuxièmement, c'est pas mauvais pour ta petite famille d'apprendre l'anglais. Donc moi, je vois vraiment ça comme... Honnêtement, ça va faire mal. Là. Tout le monde se met la tête dans le sable. Notamment des attestations d'études professionnelles, c'est qu'il n'y a pas de conditions. C'est pour ça que je disais ça. En Alberta, tu as le 5 000 si tu habites là 1 an puis tu fais une déclaration d'impôt en Alberta. Ici, au Québec, on va former des gens, 5 000 personnes environ dans les AAP accélérés, puis il n'y a aucune exigence de rester. Fait que tu peux être payé pour te faire former au Québec, puis ensuite aller passer go puis ramasser le 5 000 en Alberta. C'est un peu drôle pour moi. On aimerait ça, il aurait dû penser au modèle militaire. L'armée, quand ils te payent tes études, tu dois faire 3 à 5 ans selon les déboursés, mais tu dis, je vais travailler dans l'économie du Québec pendant 3 ans pour avoir eu accès à ces études gratuites-là. En tout cas, ça va être à suivre parce que, bon, il manque de logements, il faut y construire, il faut des travailleurs. Moi, j'ai un client dans la maçonnerie, pas facile en ce moment. Là, la seule façon, c'est d'acheter une autre compagnie de maçonnerie. Alors, bon, ça va être à suivre. Tesla annonce la suppression de 10 % de ses employés. Courriel envoyé par Elon Musk, qui a plusieurs médias internationaux. J'avais pas réalisé que Tesla était rendu à 140 000 employés. Ah, tu vois, moi, j'avais lu 155 000. En tout cas, mais c'est comme 14-15 000 personnes qui perdent leur emploi. C'est vraiment énorme. J'avais pas réalisé que l'entreprise était à ce point grande. Évidemment, on le sait, le Tesla, ça va pas super bien. Les ventes là, ont diminué pour la première fois depuis très longtemps de 1 %, mais quand même, là, ils font face à la concurrence de plein d'autres acteurs, dont les Chinois. Et puis, ça c'est pas une bonne nouvelle. Évidemment, le prix de l'action a aussi chuté. Souvent, des entreprises qui licencient des gens, le prix de l'action monte là, parce qu'on se dit ils vont assainir leurs finances, mais là, c'est plus perçu comme un signe que Tesla va vraiment pas bien, au point qu'ils croient même pas en l'avenir, au point qu'ils mettent des gens dehors. Fait que là, ça, c'est pas... pas avec ça. En parallèle, en même temps, ils vont voter au conseil d'administration sur le plus gros paiement historique. 55 milliards de dollars de bonus. De bonus. Ben, tu comprends pourquoi ils font ça? C'est parce que son autre arrangement financier a été cassé par une cour au Delaware. Alors là, il est obligé de revenir parce qu'on lui a, je ne sais pas comment ça marche, mais possiblement enlevé sa rémunération. Alors là, il retourne à la charge pour cette rémunération-là.
Autre événement, OpenAI lance ChatGPT Turbo. Oui, moi, j'étais un utilisateur de ChatGPT. Moi aussi, quasiment tous les jours. Ben, ils ont lancé, donc, quand ça a été lancé en novembre 2022, il y avait ChatGPT 3. Et puis, peu de temps après, ils ont lancé ChatGPT 4 et 4.5, mais en tout cas, peu importe. Et c'est là que c'est devenu possible de s'abonner. Là. Au début, c'était sur préfiguration seulement. Donc, moi, je suis abonné. Là. Je paye 20 par mois. US. C'est 27 canadiens. Je n'avais même pas remarqué. Mais donc, et en fait, les données sont actualisées à, je pense, septembre 2021. Donc, c'est comme assez courant, mettons, dans l'histoire de l'humanité. Tu peux avoir des bonnes réponses, mais c'est pas collé sur l'actualité. Là, ce que je comprends, c'est qu'en fait, ils vont réactualiser le jeu de données à avril de cette année. Donc là, ça va être... tu vas pouvoir poser des questions sur... prends pas ça pour du cash, sur plein d'affaires qui se passent là, actuellement au Québec, au Canada, dans le monde, puis avoir des réponses intelligentes. Ben, tu sais, pour plein de tâches, moi, j'arrête pas d'en parler en conférence, partout, pour plein de tâches anodines. Je pense juste en création de contenu. Ouais. Je ne ferais pas une recherche scientifique pour mon traitement sur le cancer, mais réécrire du contenu, corriger une lettre, la switcher en espagnol. Moi, j'ai passé la semaine passée à Monterey à utiliser ChatGPT juste parce que je trouvais que ça allait plus vite que les autres. Que Google Translate. Parce que, bon, aussi bizarre que ça peut paraître, à Monterey, il n'y a personne qui parle anglais. C'était fou. Mais bon, alors je pense que c'est une bonne chose. Mais j'ai hâte de voir le modèle d'affaires. Parce que, tu sais, c'est pas ton 27$ puis mon 27$. Même si on est 1 million à payer 27$. Mais c'est des revenus récurrents. Oui, c'est des revenus récurrents, ça aide. Puis évidemment, Microsoft est derrière avec des milliards de dollars qui sont prêts à continuer d'allonger. Je pense qu'ils voient une valeur, donc il faudra voir. Mais j'ai lu à quelque part qu'ils s'attendaient à ce que développer ChatGPT là, comme une intelligence générale, là, ça pourrait coûter 7 trillions de dollars. Fait que là, ça, je sais pas où ils vont trouver cet argent-là, mais c'est big money. Le Trump Media Group poursuit son effondrement. Oui, as-tu suivi ça un peu? Oui, bien, on en a parlé il y a 2 semaines. Mais tu sais, l'action est rendue, moi j'appelle ça en dents de scie. Une journée comme aujourd'hui, journée où on enregistre l'émission. C'est ça. Là, ça a crashé là, d'à peu près 70%. Là, ça a réaugmenté là, d'à peu près 15%, mais effectivement très volatile. Chose certaine, c'est que l'entreprise a fait 5 millions de revenus, 50 millions de pertes. Ça ne peut pas valoir 10 milliards, puis même pas 3 milliards, ce qui est la valorisation là, approximative aujourd'hui. Fait que j'ai la conviction que ça va finir par valoir rien, mais ça reste à voir. Il y a des aspects politiques là-dedans. M. Trump a annoncé qu'il lançait aussi une chaîne télé en continu là, avec différents canaux là, qui va répandre la vérité. Là. Donc, il faudra voir si c'est rentable. Mais tu sais, tout ça, pour moi, c'est comme des conneries. Là. Autre nouvelle, Radio-Canada qui a annoncé qu'ils vont supprimer moins d'emplois prévus. Je pense qu'ils avaient fait... La présidente avait été vraiment critiquée pour avoir fait une annonce un peu hâtive. Mm-hmm. Là, avec le budget fédéral, ils annoncent, comme il y a un certain réinvestissement. Là, donc, ils vont mettre moins de personnes... Il y a l'entente avec Google dans laquelle ils vont percevoir de l'argent et je pense que le fédéral réinvestit dans justement cette espèce de... Tout le monde a une pièce. Là. Je pense que Radio-Canada a reçu quelques centaines de millions aussi du fédéral là, dans le dernier budget. Fait que... La seule affaire que je trouve dommage, c'est que pour des stations comme la nôtre, là, qui est une station privée, qui est à propriété de Québécois, on ne s'en cache pas. Nos collègues de travail chez TVA, ça va être extrêmement difficile en 2024. Là. Il y a eu, je pense, une annonce de 525 mises à pied. On n'a pas le même traitement parce qu'on est dans le privé. On n'a pas accès à la vache à lait qui est le gouvernement fédéral. Donc, ça crée, moi, je pense, un déséquilibre dans le marché parce qu'après ça, quand tu as de la publicité à vendre, tu te bats contre un annonceur qui touche des centaines de millions de dollars. C'est pas les mêmes moyens. C'est David contre Goliath, effectivement. C'est vraiment bizarre. Puis bon, je ne vais pas casser du sucre. Go Cube Radio. Je ne vais pas casser du sucre sur CBC, mais bon, et Radio-Canada. Mais je trouve ça dommage, cette concurrence déloyale-là avec un chèque en blanc pratiquement. Là. Oui, des budgets à respecter, mais beaucoup d'argent à dépenser. J'en profite pour vous dire que si jamais vous avez une actualité de laquelle vous devriez qu'on débattre ou quelque chose qui a attiré votre attention, qui est peut-être pas là,
prime là, dans les actualités. Vous pouvez toujours nous joindre en studio, nous écrire à studio@cube.radio ou bien nous écrire à Phil ou moi là, sur les différents médias sociaux. Je pense qu'on est pas mal partout. Là. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Vous pouvez nous poser vos questions, nous référer vos sujets. On est toujours ravis de vous entendre. Et vous gênez pas à écouter, bien entendu, les entrevues qu'on fait avec des entrepreneurs, des spécialistes dans le marché, dans les autres, segments de notre balado. On reçoit chaque semaine des gens hyper intéressants. Si vous avez des gens aussi à nous suggérer, hein, si vous avez une entreprise dans le fin fond de votre petit patelin qui devrait être connue, partagez-nous là. Nous, on aime ça recevoir des entrepreneurs. Restez avec nous pour les prochains segments. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. On est content de recevoir notre première invitée. Elle s'appelle Émilie Talbot. Elle est cofondatrice de Genie Outdoors. Salut, Émilie. Salut, ça va? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Peux-tu nous expliquer ce que ça fait, Genie Outdoors? Dans le fond, nous, on est une compagnie québécoise qui cherche à amener des produits de camping innovants, donc qui répondent mieux aux problèmes des campeurs. Donc, on essaie d'améliorer les fonctionnalités pour que les campeurs, finalement, ils améliorent leur expérience en camping. OK. Puis, comment qu'on décide de se lancer dans cette niche-là qui est quand même ultra spécialisée? J'imagine qu'elle est une campeuse. Oui, une campeuse de longue date depuis que je suis jeune avec ma famille, mais on se décide parce qu'on a remarqué dans le fond qu'il y avait un réel besoin. Puis, tu sais, je l'ai remarqué moi-même en allant en camping toute ma vie, finalement. J'adore le camping, mais au final, c'est compliqué le camping, on va se l'avouer. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé vraiment de se lancer dans cette branche-là puis d'améliorer les choses. Mais c'est tellement loin de moi. Toi, est-ce que tu fais du camping? Oui, moi, écoute, moi, c'est le genre de camping, je vais passer la journée sur le site du camping, mais je vais aller coucher à l'hôtel le soir. Puis pourquoi tu fais pas du camping? En fait, c'est pas je te dis pas que j'aime pas ça, mais c'est pas quelque chose à laquelle mes parents m'ont instruit, whatever. J'ai fait l'armée canadienne, là, donc j'ai fait pas mal de bois, là, j'ai fait la réserve. Donc, mais quand même. Mais je trouve ça super intéressant de voir une femme se lancer là-dedans. Absolument. Est-ce que vous êtes plusieurs, selon toi, là, femmes en affaires qui sont dans le domaine du camping ou le récréo-touristique? On n'est pas beaucoup de femmes dans le domaine manufacturier. Donc, la réponse est définitivement non. Nos fournisseurs, nos clients, c'est beaucoup des hommes. Nos clients, je veux dire B2B. Donc, non, on est vraiment peu de femmes. Puis, ça amène son lot de difficultés, mais sincèrement, je trouve ça le fun. Je trouve que j'amène une belle visibilité aux femmes en affaires. Je trouve ça le fun un peu de battre les stéréotypes. Donc, non, moi, je trouve ça super cool d'être une femme. Donc, parle-nous un petit peu de tes produits. Là. Vous avez, je pense, lancé une glacière. Là. Ouais. On en parlait hors d'onde. Comment on fabrique ça du début à la fin jusqu'à ce que ça soit effectivement vendu à des clients finaux? J'imagine que c'est un processus qui se fait pas en claquant des doigts. Non, ça a été un long processus, en fait. Nous, ça nous a pris 3 ans de développer la glacière de A à Z parce qu'on voulait vraiment améliorer les fonctionnalités. Donc, nous, on est démarré avec un questionnaire à plein de consommateurs, à plein de personnes qui faisaient du camping pour leur demander, au final, c'est quoi les problèmes que vous avez en camping? C'est quoi que vous aimeriez que nous, on mette sur le marché qui viendrait vous aider, vous, et améliorer vos expériences? Donc, on a ressorti un lot de problèmes, là, une bonne liste de problèmes qu'on a réglés un à un. Donc, c'est difficile à transporter, ça garde mal le froid, on voit rien à l'intérieur le soir, tout se mélange à l'intérieur, c'est lourd, etc., etc. Fait que nous, on est vraiment venus avec notre développement produit, on est allé cibler chacun des problèmes, puis on est arrivé avec une solution. Donc, on a amélioré, on a mis plus d'espace de rangement, on a mis des séparateurs dans la glacière qui fait qu'on peut séparer. On a mis des roues. Il y a une tablette sur la glacière qui fait qu'on n'a pas besoin de tout enlever sur la glacière pour aller fouiller dedans parce que tout le monde l'utilise comme table finalement. Donc, c'est ça. On a une lumière qui allume automatiquement à l'intérieur le soir. Donc, on est vraiment venu améliorer le produit en mettant des fonctionnalités qui sont pas vues, en fait, dans les produits actuels. Mais là, ce développement de produits-là, je présume qu'il faut des ingénieurs, dans le sens que c'est vous qui l'avez dessiné ou vous avez fait affaire avec des gens qui vous ont aidé à faire la conception? On a eu beaucoup d'aide, c'est sûr. Non, on n'est pas des ingénieurs. On est 2 copropriétaires et on n'est pas des ingénieurs les 2. Donc, c'est nous qui a idéalisé le produit, qui a déterminé qu'est-ce qu'on voulait avoir dans la glacière. Mais au niveau de vraiment l'ingénierie puis du développement produit, on a fait affaire avec des firmes externes qui sont spécialisées chacun dans
dans leur petit bout de chemin, puis on a tout mis ça ensemble, puis on a créé le produit. C'est un marché assez concurrentiel quand même. Je veux dire, tu dis qu'il y avait plusieurs problèmes qui n'étaient pas nécessairement réglés par l'offre existante, mais ça reste que tu as quand même des marques importantes, notamment dans le secteur de la glacière, mais dans le camping en général, là, qui font ça depuis 100 ans, là, ou en tout cas, je ne sais pas quand, mais comment est-ce que tu vois ça, un peu le panorama concurrentiel autour de vos produits? La différenciation. Nous, on essaie vraiment de se différencier puis offrir mieux aux clients, fait qu'aux gens qui font du camping. Donc, c'est vraiment, tu sais, comme les produits actuels dans le camping sont vraiment basic, j'ai le goût de dire. Donc, nous, on est vraiment venu améliorer tout ce qui est les fonctionnalités. Fait qu'on essaie vraiment de se différencier puis offrir plus. Les concurrents, il y en a qui sont solides, ils ont des beaux produits, ils ont des bons produits. Vraiment, je ne vais jamais le nier. Mais c'est des produits qui sont, je dirais, qui conservent bien le froid, qui sont solides. Nous aussi, c'est juste qu'on offre beaucoup plus. Donc, on est là, on n'est pas là pour se battre contre les autres marques, on est là pour se battre pour que le client ait le plus possible. Avec ces facteurs de différenciation-là, comment on arrive à faire la commercialisation? Parce que c'est beau d'avoir le meilleur produit, il faut que tu le mettes dans les mains des gens. Il faut que les gens puissent avoir envie de l'acheter. Donc, la commercialisation, les canaux de distribution, c'est un peu comment ça fonctionne? C'est sûr qu'on vend en ligne directement sur notre site web, mais on vend aussi dans toutes les selles du Québec et de l'Ontario. Donc, les clients peuvent aller voir, tout le monde, en fait, peut aller voir la glacière directement en magasin ou directement à notre entrepôt. Nous, on est situé à Brossard. On est des jeunes très parlables. Venez nous voir, sincèrement. Ça fait full plaisir. C'est intéressant de voir que de grandes chaînes les ont déjà prises, là, je vais appeler ça comme ça, ou décider de les vendre, mais c'est comment là, de faire toc-toc-toc chez un grand détaillant comme ça, de dire « Hey, on est un nouveau produit, tu veux-tu embarquer dans l'aventure? » On s'est fait dire depuis le début que ça allait être super, super difficile, mais sincèrement, on avait tellement quelque chose qui se différenciait qu'on a piqué la curiosité facilement. Donc, on a pu avoir facilement des rendez-vous avec les acheteurs des détaillants. Donc, ça n'a pas été si compliqué que ça. Donc, c'est sûr, après, que vendre à des grands détaillants, ça amène son lot de difficultés, surtout pour une jeune entreprise qui a des ressources limitées. Mais je te dirais vraiment, ça s'est vendu par soi-même. Là. On est un produit québécois aussi, donc on a pas mal tapé dans l'œil des détaillants québécois. Bien sûr. En fait, je me disais, là, on parlait justement là, de type financier, le côté financier. Là, c'est quoi, là? Vous avez hypothéqué ta maison, t'as emprunté de l'argent. Non, mais tu fais quoi pour te lancer en affaires dans un produit manufacturé? Avec un cycle de développement de 3 ans. De 3 ans, il faut que tu le supportes. Là. C'est vraiment, vraiment une bonne question et c'est extrêmement difficile. Les défis, ça a été à n'en plus finir, sincèrement. Puis aussi, c'est un produit qui est quand même niche, que son lot de complications, juste par l'injection de polyuréthane à l'intérieur d'une glacière. Donc, c'est vraiment pas facile. Pour démarrer cette entreprise-là, dans le fond, oui, j'ai vendu mon condo. Je ne l'ai même pas réhypothéqué, je l'ai vendu. On a utilisé tout cet argent-là. On a mis beaucoup de fonds personnels. Mes parents ont pitch-in, des institutions financières, des prêts pour jeunes entrepreneurs. On a tout pris. Là. C'est vraiment, on est allé à fond dans l'aventure. Là. OK. Puis aujourd'hui, quand tu regardes, sans nous donner des secrets de polichinelle, mais tu regardes ton horizon de retour sur investissement. Êtes-vous, je vais appeler ça, sur vos cibles que vous étiez ciblés il y a 3 ans ou la pandémie, parce qu'on parle de 3 ans, mais il y a la pandémie là-dedans. Sûr. Il y a eu une augmentation fulgurante du camping, on avait déjà parlé. Et des prix. Des prix aussi. Il y a une montée des prix. Vous jouez avec ça comment? On était vraiment optimiste par l'augmentation de la popularité du camping, mais la vague s'est remise dans notre face avec l'augmentation des prix. Donc, nous aussi, on a dû faire face à cette augmentation des prix-là. Fait que nos coûts ont énormément augmenté, beaucoup plus que le projet à l'origine. Donc, on a dû investir beaucoup, beaucoup plus. Donc, le profit va arriver plus tard, mais sincèrement, c'est vraiment correct. Là, ça fait partie de la game, puis on est prêt à jouer selon les règles du jeu. Fait que ça va correct. Là. Y a-t-il une diminution? Parce que, tu sais, il y a eu vraiment, là, quand les gens ont été pognés au Québec, là, je vais appeler ça comme ça, là, le monde se sont garrochés. Là, tu trouvais plus de vélo de montagne, il n'y avait même plus de kayak. Mais là, est-ce que, comme les gens ont pu recommencer à voyager, est-ce que ça s'est étouffé, estompé un peu, ou on est encore dans des très bonnes saisons? On est encore dans des très bonnes saisons. Là, l'été passé, je ne sais pas si vous en souvenez, il n'y a vraiment pas eu une belle météo. Donc là, c'est sûr que ça a été un petit peu plus compliqué. Mais non, on est encore en augmentation. Le camping a toujours été en augmentation depuis
des années et des années. Là. Ça fait juste augmenter en popularité. Le monde, il veut être de plus en plus en nature. Je ne sais pas si ça fait un lien avec le monde qui est l'augmentation du travail. On est beaucoup plus à la maison. Le monde veut beaucoup plus sortir maintenant. Donc, ça, c'est sûr que ça l'aide. Puis nous, on est une compagnie, sincèrement, on encourage le monde à vivre à fond. En fait, c'est ça le but de la compagnie au final. C'est vraiment, on veut encourager les gens à profiter de la vie, à sortir, à voir leurs amis, à voir leur famille, à être dans la nature. Juste profiter des beaux moments simples de la vie. Vous avez développé une glacière, elle est distribuée, disponible. C'est quoi? What's next? Qu'est-ce que vous avez dans votre pipeline? Est-ce que vous êtes une compagnie de glacière ou vous êtes une compagnie de sport extérieur, comme tu le disais? Puis si oui, ben, c'est quoi les prochaines surprises que vous nous réservez? C'est sûr que je peux pas tout dire pour l'instant, mais oui, effectivement, on va sortir d'autres produits et on va faire toujours le même processus de développement de produits. Donc, en ce moment, sur notre site web, on a un bouton qui propose aux gens de nous lancer des idées. Donc, qui nous disent c'est quoi que les produits qu'ils aimeraient qu'on développe, puis c'est quoi les problèmes avec ces produits-là. T'sais, on veut pas savoir qu'est-ce qui serait cool à mettre en marché, on veut savoir qu'est-ce qui serait pratique à mettre en marché. Donc, nous, c'est vraiment comme ça qu'on va développer nos produits. On va beaucoup demander aux clients, aux gens qui font du camping, c'est quoi les problèes, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on développe, puis on va développer les produits en conséquence. Donc, on est très, très, très à l'écoute des gens, puis c'est comme ça qu'on a développé la glacière, c'est comme ça qu'on a des super bons commentaires, donc on va continuer dans ce sens-là, c'est sûr. Les marchés internationaux, l'exportation, ça peut sûrement être aussi, tu sais, veux pas, il y a plus de monde au sud de la frontière, là. Est-ce que ça peut être envisagé? Oui, définitivement, on va exporter aux États-Unis, ça c'est sûr, c'est dans nos objectifs. Pour l'instant, on n'a pas la capacité de production, c'est chaque moule. Nous, on est par rotomoulage, donc le rotomoulage, c'est une technique de fabrication qui prend 1 heure pour créer une seule glacière. Donc, on a 40 heures dans une semaine, chaque employé, fait que c'est assez long. On a une capacité de production limitée, donc pour l'instant, on est uniquement au Québec, on va exporter plus tard, mais oui, c'est définitivement dans nos plans parce qu'on va rentrer aux États-Unis en force, là. Puis, parle-moi un peu, en terminant, la relation, j'ai ma compréhension, c'est qu'il y a un cofondateur. Ouais. Ça se passe comment, là, de gérer une entreprise à deux? On divise les tâches. C'est un couple, je pose la question. Je non, sais pas pas. un couple. Parfait. On est un duo d'amis de longue date. On a toujours voulu partir d'entreprise ensemble. Mais ça se passe bien. C'est sûr qu'on a comme n'importe quel, même couple, je dirais, tu sais, comme on vit des défis ensemble. Donc, moi, en couple, j'ai vécu, c'est pire. Oui, c'est ça. C'est ça, je me disais. Une chance qu'on n'est pas en couple. Mais non, c'est ça. C'est sûr qu'on a notre lot de défis. Puis c'est sûr que la relation, des fois, il faut l'entretenir. Il faut qu'on serre les coudes. Fait que c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment comme un couple, j'ai le goût de dire. Là. C'est vraiment comme il y a des moments plus compliqués. On a des beaux moments, on a des moments plus down. Mais au final, c'est comme on est content de où est-ce qu'on est. Donc, non, la relation se passe vraiment. La relation. la relation se passe bien. On s'entend bien. On dort encore dans le même lit. Non, c'est pas vrai. En tout cas, j'invite les auditeurs qui nous écoutent à aller voir Genie Outdoors, une glacière. GenieOutdoors.com. Glacière québécoise qui a été développée, manufacturée ici pour ceux qui font du plein air. Puis c'est pas juste ceux qui font du camping, je présume. Là, moi, là, que mes enfants sont au terrain de football. Tailgate. Un tailgate, c'est ça, je pense. Petit tailgate. Sport, bateau, barbecue, piscine, plage, name it. Là. Bon, ben merci beaucoup, Émilie Talbot, d'être venue avec nous à l'émission. À la prochaine. À la prochaine. Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Un son monétaire en stéréo. Prends pas ça pour du cash. On est avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Alexandra Boudreau de la firme Catapulte. Elle est conseillère en affaires publiques. Elle est là pour nous parler du budget fédéral qui a été annoncé cette semaine. Yes, vaste sujet. Vaste sujet. Salut Alexandra. Bonjour, ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci. Merci de me recevoir. Quelles sont tes premières impressions sur le budget? Mon équipe et moi, c'est ça, hier, on a épluché le budget dès sa sortie. Donc, impression, en fait, un budget qui part un peu dans tous les sens. Donc, on parle de déficit record au Québec, mais il faut également parler de celui du Canada. Donc, c'est des budgets qui sont très généreux, mais avec un déficit qui s'agrandit, on le voit bien. Justin Trudeau est clairement en mode séduction et pré-campagne électorale là, avec ce budget-là. Est-ce que ça fonctionne, cette séduction-là? Parce que j'ai comme le sentiment que, en bon français, ça pourrait backfire, là, cette espèce de déficitage majeur, augmentation des impôts. Est-ce que, dans votre lecture, là, comme genre de communication, est-ce que ça fonctionne?
Ben, il y a comme deux côtés à la médaille. Il y a des gens qui vont être très contents pour certaines mesures, des gens qui vont être un peu moins contents. Ouais. Je pense notamment aux mesures sur les gains en capital. Donc, il y a plusieurs personnes mettons, qui possèdent des chalets, des résidences secondaires, blocs à logement, qui devront payer beaucoup plus d'impôts qu'à l'habitude. Donc, M. Trudeau, clairement, ne se fera pas d'amis là-dedans. Cependant, on peut penser aussi aux mesures qui ont été mises en intelligence artificielle, donc que le gouvernement, il voit qu'il y a une crainte de plusieurs personnes concernant les mondes des géants, que c'est vraiment en essor, puis il souhaite renforcer davantage le Canada en matière d'intelligence artificielle, donc parce qu'on a tellement de belles et de performantes compagnies ici au Canada puis au Québec, je pense que là-dessus, il a peut-être gagné des points à ce niveau-là. Il y a plusieurs mesures aussi sur le logement. On sait qu'il y a une crise sans précédent partout au Canada. On parle souvent de celle au Québec, là, mais en Ontario, dans les autres provinces, c'est pas mieux là, du tout. Est-ce que ces mesures-là vont aider la situation selon votre lecture? Puis je vais vouloir aussi l'opinion de Francis, parce que Francis connaissant tabarouette. Mais est-ce que selon vous, les mesures peuvent aider cette crise du logement? Ben c'est sûr que encore une fois, on revient sur le tirage un peu partout. Le gouvernement, il veut vraiment faire comprendre à ses nombreux électeurs qui a compris l'impact et la crise. Donc, dans les mesures, il y a des logements sur des terrains de Post Canada, des logements de reprise de bureaux fédéraux, des taxes sur des terrains vacants. Donc, je pense que le message a été compris de la part du gouvernement. Est-ce que ça va aider? Encore là, il faut je vais peut-être laisser Francis répondre là-dessus, mais il faudrait qu'il y ait des promoteurs qui soient prêts à mettre la main à la pâte et partir dans ces constructions-là. Si je veux pas scooper notre invité, Philippe, mais je pense qu'il y a deux registres de mesures. Il y a des mesures dans ce budget-là, puis avant le budget même, là, qui sont des mesures de stimulation de l'offre, donc celle que a nommée Alexandra. Donc, on cherche à construire davantage, puis pas mal tous les économistes qui se spécialisent dans l'univers du logement pensent que c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut effectivement transformer des bureaux de poste, des logements, des terrains vacants et tout ça. Par contre, là où le bas blesse pour moi, c'est qu'on cherche évidemment à atténuer, là, à faire passer mieux la pilule auprès surtout des jeunes ménages là, pour lesquels l'accès à la propriété est plus difficile. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est toute une série de mesures de stimulation de la demande. Et ça, c'est terrible, entre guillemets, parce que ça va créer moins d'abordabilité dans le marché. Fait qu'on pense à l'étalement sur 30 ans là, des paiements hypothécaires pour les achats de première propriété, l'augmentation du seuil pour le régime d'accès à la propriété, le CELIAP qui avait été annoncé là, il y a environ 2 ans puis qui est maintenant en vigueur. Ce sont tous des manières de rendre le marché plus accessible pour plusieurs acheteurs, ce qui est tant mieux pour eux, mais ce que ça va avoir comme effet de second degré, c'est que ça va faire augmenter les prix. Plus il y a de gens qui veulent acheter sur le marché, plus ils sont prêts à payer cher. Et donc, des mesures qui veulent rendre le marché plus abordable finissent par le rendre moins abordable, ce qui est un peu paradoxal. Puis surtout, ça coûte immensément cher là, au Trésor canadien. Donc, ça reste à voir, mais tu sais, moi, ce que je trouve intéressant, Alexandra, c'est que je reçois votre infolette. Là, c'est comme ça que je vous ai j'ai communiqué avec vous. Ben, je reçois votre infolette. Vous avez fait une infolette qui est vraiment le fun sur le budget, là, qui explique, parce que, tu sais, il y en a long à dire, mais tu sais, où moi, j'ai de la misère, Alexandra, à comprendre, c'est que, tu sais, si on regarde, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le budget de Stephen Harper, OK, on est au double. Ouais. On est au double des dépenses. Tu sais, c'est comme si on dépensait sans compter. Il y a eu de l'inflation. Ouais, ben, mais Alexandra, ça peut certainement nuire au vote là, qui s'en vient, les élections. Ben, ça peut nuire, effectivement. Cependant, comme j'ai dit d'entrée de jeu, c'est vraiment M. Trudeau est en mode séduction en ce moment-là. Donc là, la stratégie, c'est de promettre beaucoup de choses, de montrer beaucoup de mesures qui sont très alléchantes et tout, mais à voir si dans 1 an ou 2, à la mise à jour économique, pas dans 1 an ou 2, oui, ça va être encore viable tout ça. Là.
J'aimerais un peu vous entendre sur la démarche, là, parce que moi, je ne connaissais pas Catapulte et donc que vous fassiez cet exercice-là un peu de défeuiller ou de déchiffrer le budget, d'en publier une infolette. C'est quoi un peu votre processus? Est-ce que vous êtes des experts en budget ou je suis juste intrigué? Puis évidemment, je vais m'abonner là, tout de suite après l'émission. Ah, super. Ben, je vais vous abonner avec plaisir. En fait, tout le monde peut aller s'abonner directement sur le site de Catapulte. Là. Vous pouvez mettre votre courriel. En fait, chez Catapulte, on est vraiment des experts dans pas mal toutes les forces. Donc, c'est-à-dire, on est expert en éducation, on est expert en environnement, on est expert en logement. Puis, en fait, c'est tous mes collègues et moi, on s'assoit devant le budget, puis on l'épluche de fond en comble. Donc, on sépare toutes les sections, on s'assure de rien oublier. On le fait autant pour le budget fédéral et le budget provincial. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble, de pouvoir envoyer ça à tous nos abonnés, puis que tout le monde soit informé le plus rapidement possible et bien aussi. Parce que des fois, il y a des petites déformations, des gens qui comprennent pas certaines choses dans les médias, malheureusement, mais au moins, là, ça, c'est vraiment tout ce qui est, c'est des faits qui ont été vérifiés et tout, qui ont été publiés dans l'infolette. Donc, c'est vraiment un exercice d'épluchement, si je peux dire, exhaustif. Mais ça doit être une grosse semaine, les semaines du budget comme ça, parce que, tu sais, l'infolette, tu peux pas l'envoyer 2 semaines après le budget. Tu comprends, les gens veulent l'information là. Non, c'est ça, exact. Exact. Ben, au budget provincial, on a la chance d'être au huis clos. Donc, au moins, on a la chance d'être, tu sais, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de cellulaire, etc. Là, on est tous vraiment en huis clos, donc cloîtrés, si je peux dire. On a la chance de tout éplucher le budget, puis dès qu'on a du Wi-Fi, tout est envoyé directement. Donc, mais au fédéral, c'est un peu différent. On attend que le budget sorte, on épluche ça, puis on l'envoie le plus rapidement possible. Je veux juste m'excuser, j'ai utilisé le mot effeuillage, puis j'ai réalisé en le disant que ça correspondait à un striptease, mais en fait, c'est le terme qui a été utilisé pour la séquence d'annonces de Mme Freeland. Donc, c'est peut-être pour ça que je l'avais au bout de la langue, mais c'est effectivement un épluchage plus qu'un effeuillage que vous avez fait là, Alexandra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'émission. C'est vraiment intéressant. Puis, si vous avez d'autres infolettres ou d'autres sujets sur lesquels vous voulez contribuer. On est très preneurs d'analyses comme celle-là. Donc, super. Je vous salue au passage. Mon équipe, on va toujours être prêts pour venir vous rencontrer. Il n'y a pas de problème. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Alexandra Boudreau, conseillère affaires publiques chez Catapulte. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. Ceux qui nous suivent de semaine en semaine ont peut-être remarqué que la semaine dernière, j'étais papa seul à la maison, seul animateur de Prends pas ça pour du cash, et pour une bonne raison. Philippe Richard Bertrand était au Mexique, à Monterrey, pour faire un Ironman 70.3. Je te lève mon chapeau. J'ai écrit sur les médias sociaux que tu étais en vacances, mais j'ai réalisé qu'avec ce que tu allais faire, c'est tout sauf des vacances. Et on a trouvé ça intéressant de parler sur un point de vue un peu fun fact, combien ça coûte faire une affaire de même. On entend beaucoup parler de gens là, qui sont très motivés à faire des triathlons, des Ironman, etc. Mais certainement, c'est pas gratuit. Donc, je me dis, Phil, passe-nous à travers un peu toutes les composantes, mettons, avant, pendant, après. Là, la première chose, c'est les frais d'inscription. Il faut que tu trouves une course. La course va te coûter entre, je te dirais, 500$ et 1000$ canadiens. Ah ouais. OK? Il faut que tu t'inscris. Il y a certaines courses où, pour même t'inscrire, tu dois avoir été qualifié à un événement au préalable parce qu'ils ne veulent pas que tu arrives, que tu ne peux pas débarquer à Hawaï, qui est la Mecque du Ironman. Puis faire ça en 14 heures. Tu peux pas. Donc ça, c'est la première. Après ça, il te faut de l'équipement. Tu sais, le vélo. Ouais. On peut se contenter d'un bon vélo de route, mais bon, la plupart des triathlètes vont prendre un vélo spécialisé de triathlon. Donc, plus de 1000$. Oui, plus de 1000$. 3000$. Ça peut aller, je te dirais, il y en a pour tous les goûts, mais tu sais, il y a des vélos, je te dirais, entre 3000$ et 25 000$ si tu vas avec la version en carbone complète. Tu réhypothèques ta maison puis tu t'achètes une bicyclette. Fun fact aussi, il y a une marque de vélo québécoise qui s'appelle Argon 18 qui font de très, très bons vélos de triathlon. C'est mon vélo, bien entendu. Est-ce que tu as payé 25 000$? Non, j'ai pas payé tellement, mais j'ai quand même payé 4 000$. C'est des gros sous. Ouais. Après ça, tu as bien entendu la combinaison de natation. OK, cette combinaison de natation-là, il y en a 2. Il y a la combinaison que tu vas porter collée sur ta peau, OK, qui, elle, va coûter à peu près,
je te dirais 200 $. OK? C'est dans un... Est-ce que tu la portes tout le long, oui, celle-là? Tu ne changes pas. Tu changes pas. C'est ça. Alors, c'est la combinaison qui est sur ta peau, qui a généralement des manches ou pas de manches, peu importe, mais c'est d'un tissu qui sèche très, très vite et qui évacue la sueur parce que tu sues pas mal. Beaucoup, ouais. Puis après ça, il y a ta combinaison de natation. Parce que si l'eau... Que tu vas enlever. Elle que tu vas enlever. Puis là, il y en a encore une fois, manche longue, manche courte, peu importe. Mais ça, celle-là va coûter à peu près 600 $. Ah oui, okay. Puis bon, il faut s'entendre que s'il fait 25 degrés parce que tu fais une compétition à Hawaï, tu n'as peut-être pas besoin de la combinaison de flottaison. Mais tu sais, je vais donner un exemple. Elle était permise à Monterey et j'aurais voulu avoir la mienne. Par contre, je ne l'avais pas amenée parce que normalement, en haut de 20 degrés, l'eau, tu n'as pas le droit de mettre ta combinaison. Okay, sauf que là, à Monterey, pour des raisons de flottaison, parce que ça flotte un peu, ça aide, ils permettaient la combinaison. Moi, je l'avais laissé à Montréal. Alors, j'étais très fâché de ça parce que ça aide. Après ça, tu as tes vêtements de course. Tu sais, on parle, là, tu ne te changes pas. Là. Tu gardes la première combinaison, mais il te faut, tu sais, normalement, des souliers, une casquette, des lunettes de soleil, de la crème solaire, etc. Alors ça, c'est un autre... On pense pas à toutes ces affaires-là. C'est comme... 500 $. Faut que tu changes de chaussettes. Ça paraît niaiseux. Parce que tes bas que tu as sur ton vélo ne sont pas les mêmes bas que tu vas mettre ta course à pied. C'est pas le même frottement. Il y a beaucoup plus de frottement sur la course à pied. Bon, puis des chaussettes spécialisées. On parle d'une trentaine de $. Il va t'en falloir 2. Donc, tu sais, tout ça fait en sorte que juste participer plus l'équipement, tu sais, ça peut aller... C'est un budget facile. 10 000 $. Facilement. Après ça, il faut que tu t'entraînes. Oui, ben... ah non, tu dis, je peux pas y aller demain matin puis courir 60... Non, mais tu peux faire ça de toi-même. Ouais. Ben, si tu veux te donner un objectif, puis aussi, tu sais, c'est une compétition qui peut être dangereuse. En Irlande, l'an passé, il y a 2 personnes qui sont mortes. Moi, j'ai aidé une personne il y a 2 ans à Calgary en natation, en difficulté. Je l'ai mis sur un kayak. Tu sais, je l'ai tenu hors de l'eau 10 minutes. Je l'ai mis sur un kayak d'urgence. Je suis reparti. J'ai embarqué sur mon vélo. Ouais. J'ai fait mon 90 km. Je suis revenu, puis mes enfants qui m'attendaient dans la zone de transition m'ont annoncé que le coureur était mort d'une crise cardiaque. En nageant. Entre le temps que je le mette sur le kayak, malheureusement. Alors, tu sais, il faut que tu t'entraînes. Après ça, tu peux décider de t'entraîner de toi-même. Ouais. Mais bon, il te faudrait... Selon moi, je ne suis pas un expert en triathlon, je ne suis pas un entraîneur, mais paye-toi un gym, puis paye-toi un programme spécialisé en entraînement. Là, tu parles de 200 $ par mois. Alors, tu sais, c'est pas la comp. Là, je te parle même pas des billets d'avion si tu dois aller au Mexique, comme toi, c'est ça. Donc, tu sais, mais encore une fois, tu sais, c'est des sacrifices. Dans mon cas, c'est mis dans mon budget annuel. J'en fais 3 par année. Puis, ben, tu sais, ça... Oui, puis là, on dit 10 000, mais dans le 10 000 qu'on a dit tantôt, c'est le même vélo. Oui, c'est le même vélo. C'est les mêmes chaussures. C'est ça, je te dis. La première année, c'est la plus chère. Je comprends. Moi, ça fait 3 ans que je fais ça. Après ça, tu t'inscris puis tu y vas. That's it. Puis tu t'entraînes. Alors, c'est la première année qui est la plus chère. Sauf que la première année va te coûter au bas mot 5 à 10 000 $. Ça, c'est sûr. Donc, il faut que ça te tente. Oui, il faut que tu t'attendes. Mais encore une fois, tu sais, c'est des sacrifices, sauf que moi, c'est devenu, ben, tu le sais, là, je m'entraîne tout le temps, tous les jours. 6 jours semaine. Là, je suis en congé pour rémission. pour jusqu'au 1er mai. Mais ma prochaine compétition, c'est un marathon dans le désert de la Jordanie. Ouais. Alors, tu sais, moi, je vais pousser à la limite. C'est ma façon de me garder sain dans un esprit sain dans un corps sain. Très bien. Merci. Merci. Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.